Marguerite sort de la douche, alors que l'eau chaude coule encore sur ses épaules fatiguées. Une nuit de travail à l'hôpital s'achève, et cette journée commence déjà mal. Elle a 45 ans et se sent si épuisée que ses gestes sont lents et mécaniques. Le téléphone sonne et son cœur se serre, car elle reconnaît cette voix, avant même de décrocher. « Marguerite ?» La voix de sa mère claque dans l'appareil comme une gifle matinale qui la réveille brutalement. « Bonjour maman. Qu'est-ce qui se passe encore ? Il faut que tu viennes tout de suite, parce que le fiancé d'Isabelle arrive ce matin avec ses parents pour le petit déjeuner. » Marguerite s'assoit sur son lit pendant que ses mains tremblent légèrement. Encore une urgence familiale avec toujours les mêmes exigences qui tombent sur elle. Tu dois préparer le petit déjeuner et dresser la belle table avec la vaisselle de grand-mère. Tu sais bien faire ça mieux que nous. Pourquoi Isabelle ne peut pas s'en occuper elle-même pour une fois ? Ta sœur est fatiguée. Et moi aussi. On a besoin de dormir encore un peu avant qu'ils arrivent. Marguerite ferme les yeux, tandis que sa respiration devient plus courte. Elle pense à Madame Leclerc, sa patiente mourante qui lui a dit quelque chose d'important hier soir pendant sa garde. « Ma petite, vous avez des mains qui soignent vraiment, mais vous vous oubliez beaucoup trop dans cette vie. » Ces mots résonnent encore dans sa tête comme un écho douloureux qui refuse de partir. « Viens vite. Quand tu auras fini tout ça, tu pourras repartir chez toi et te reposer. »« J'arrive, » dit Marguerite avant de raccrocher. Mais cette fois, elle ne dit pas merci et ne s'excuse pas non plus. Marguerite ouvre son armoire avec des gestes différents de d'habitude. Normalement, elle prend n'importe quoi, le premier pull qui traîne dans le désordre. Aujourd'hui, quelque chose change profondément en elle, et elle choisit un joli chemisier bleu marine, une jupe qui lui va bien, et des chaussures élégantes qu'elle porte rarement. Dans le miroir de l'entrée, elle se regarde vraiment pour la première fois depuis des mois. Ses yeux noisettes brillent d'une intelligence cachée, tandis que son visage reste fin et agréable malgré la fatigue. Quand a-t-elle cessé de se voir comme une vraie femme ? Le métro l'emmène vers Neuilly à travers les tunnels gris du matin parisien. Autour d'elle, des femmes de son âge vont travailler avec l'air pressé et important. Elles existent pour de vrai dans le monde, et personne ne les traite comme des domestiques. La grande maison familiale apparaît derrière ses grilles dorées, comme un château de son enfance. Marguerite sort ses clés en connaissant cette demeure bourgeoise par cœur. Enfant, elle y était heureuse. Mais maintenant, elle s'y sent devenue complètement invisible. Dans l'entrée silencieuse, elle respire l'odeur familière de cire et de parfums mélangés qui flottent toujours ici. Les photos de famille couvrent les murs du grand escalier en montrant Isabelle qui sourit sur chaque image lors de ses fiançailles successives. Elle-même reste toujours dans l'ombre, toujours floue, comme si elle n'existait pas. La cuisine l'accueille dans le calme du petit matin. Marguerite sort la vaisselle précieuse de Limoges, héritée de sa grand-mère en accomplissant ses gestes minutieux depuis 15 ans, depuis la mort de papa qui l'aimait tant. Elle pose les tasses avec un soin automatique pendant que ses mains bougent toutes seules. Mais son esprit vagabonde vers des questions nouvelles qui la troublent. Pourquoi accepte-t-elle toujours tout sans réfléchir ? Pourquoi dit-elle oui comme un robot ? Une colère sourde monte dans sa poitrine, douce, mais bien réelle, comme si quelque chose se réveillait enfin au fond d'elle. Dans quelques minutes, les invités arriveront et elle sourira poliment. Elle servira le café en restant muette comme d'habitude, avant de repartir vers son petit appartement solitaire. Marguerite arrange la dernière serviette brodée sur la table parfaite, en se demandant si demain elle recommencera ce même jeu épuisant. Ou bien quelque chose va-t-il enfin changer dans sa vie ? La pendule ancienne sonne 9h moins le quart, et bientôt ils seront tous là. Elle redeviendra la sœur qui aide, celle qu'on ne remarque jamais vraiment, sauf que cette fois une petite flamme brûle dans ses yeux. Une flamme nouvelle qui refuse absolument de s'éteindre. Marguerite traverse le hall d'entrée, en respirant ces parfums de son enfance qui flottent encore dans l'air. Bergamote et cire d'abeille se mélangent comme autrefois quand elle courait dans ses couloirs. Maintenant, ses pas résonnent différemment sur le marbre froid. Elle pousse la porte de la salle à manger où trône la grande table en acajou. Combien de fois a-t-elle dressé cette table pour les invités d'Isabelle ? Combien de fois s'est-elle effacée derrière les sourires de sa sœur ? Marguerite sort le service de Limoges du buffet ancien. Chaque pièce raconte l'histoire familiale que sa grand-mère lui racontait petite. Ces tasses sont servies à 3 générations de femmes du bois, mais elle sera sans doute la dernière à s'en occuper vraiment.
petite, vous avez cette grâce des femmes qui ont souffert sans s'aigrir, lui avait murmuré Madame Leclerc hier soir. Ces mots la suivent depuis des heures, comme une prophétie qu'elle commence enfin à comprendre. Marguerite dispose les assiettes, avec des gestes précis, pendant que son regard se pose sur les photos qui ornent la cheminée. Isabelle rayonnante, le jour de ses fiançailles avec Marc, puis avec Philippe, et maintenant bientôt avec ce nouvel homme qu'elle ne connaît même pas. Sur chaque photo, Isabelle brille, tandis qu'elle-même reste dans l'ombre, souriante mais transparente. Le carillon de l'entrée résonne dans la maison silencieuse. Marguerite vérifie l'heure à la pendule ancienne et son estomac se contracte légèrement. Ils sont en avance, comme toujours quand les enjeux sont importants. Elle lisse sa jupe et se dirige vers la porte d'entrée en se sentant étrangement calme. Aujourd'hui, quelque chose en elle observe tout avec un détachement nouveau, comme si elle assistait à une pièce de théâtre. « Bonjour », dit-elle en ouvrant la porte sur un homme distingué aux tempes grises. Antoine Moreau se tient devant elle avec ses parents, un couple élégant qui porte l'assurance tranquille de la bourgeoisie lyonnaise. Lui-même a quelque chose de fatigué dans le regard, cette lassitude des hommes qui ont connu l'échec et cherchent une nouvelle stabilité. « Vous devez être Marguerite », dit-il en lui tendant la main. Sa voix est grave et chaleureuse. Ses yeux noisettes la regardent vraiment au lieu de glisser sur elle comme d'habitude. Marguerite sent une chaleur inattendue monter dans sa poitrine. « Enchantée », répond-elle en serrant cette main ferme qui ne se retire pas trop vite. Les parents d'Antoine la saluent avec cette politesse bourgeoise un peu froide. Madame Moreau porte un tailleur Chanel et l'assurance de ceux qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Son mari observe la maison avec l'œil expert de l'homme d'affaires. « Isabelle et maman vous attendent au salon », explique Marguerite en les guidant. « Et vous ne vous joignez pas à nous ?» demande Antoine. Cette question simple la surprend tellement qu'elle s'arrête une seconde. Personne ne lui demande jamais son avis ou ses envies. Elle existe pour servir et disparaître. « Je vais préparer le café », répond-elle. « Quel dommage », murmure-t-il avec un sourire qui semble sincère. Dans le salon, Isabelle fait son entrée comme une actrice sur scène. Robe de soie beige, bijoux discrets mais coûteux, sourire parfait. Elle embrasse Antoine avec cette grâce étudiée qui fait fondre les hommes depuis toujours. Marguerite observe cette scène familière depuis le seuil. Sa mère, impeccablement coiffée malgré l'heure matinale, joue son rôle de grande bourgeoise avec un talent consommé. Isabelle papillonne autour d'Antoine en racontant ses derniers voyages à Londres et à Milan. « Ma sœur va nous servir le petit déjeuner », lance Isabelle avec cette désinvolture qui blesse toujours. Elle a ça dans le sang, notre petite Marguerite. Les parents Moreau échangent un regard gêné devant cette présentation. Antoine fronce légèrement les sourcils comme s'il trouvait cette façon de parler déplacée. Marguerite retourne à la cuisine en sentant son cœur battre plus fort. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un a semblé la voir vraiment. Antoine Moreau n'a pas regardé à travers elle comme si elle n'existait pas. Elle prépare le café dans la machine italienne, en pensant à ce regard posé sur elle avec attention. Cet homme cherche-t-il vraiment à épouser Isabelle, ou obéit-il à des convenances familiales? Quelque chose dans ses yeux parlait de solitude et de questionnement. Marguerite dispose les viennoiseries sur le plateau d'argent en se demandant pourquoi cette rencontre la trouble autant. Elle qui a renoncé depuis longtemps à croire qu'un homme pourrait s'intéresser à elle, ressent soudain une émotion oubliée. Dans le miroir de la cuisine, elle aperçoit son reflet et y découvre une femme qu'elle ne reconnaît plus. Ses yeux brillent d'une lumière nouvelle, et ses joues ont pris une couleur rosée qui la rajeunit. Que lui arrive-t-il donc ce matin? Pourquoi ce simple regard d'un inconnu réveillait-il quelque chose qu'elle croyait mort en elle? 3 jours passent, comme dans un rêve étrange pour Marguerite. Elle repense sans cesse au regard d'Antoine, à sa voix qui lui demandait pourquoi elle ne restait pas avec eux. Personne ne lui avait jamais posé cette question simple qui change tout. Ce matin de jeudi, elle revient à la maison familiale pour récupérer les papiers d'assurance de Madame Leclerc. La vieille dame est morte hier dans ses bras en lui murmurant des derniers mots qui la hantent encore. « Promettez-moi de ne plus vous oublier, ma petite. La vie est si courte pour la gaspiller. » Marguerite gare sa petite voiture dans l'allée déserte et sort ses clés. La maison semble endormie dans la lumière douce de novembre. Elle pousse la porte d'entrée en pensant que personne ne l'attend cette fois. Mais des voix filtrent du bureau de son père, cette pièce où elle n'entre jamais depuis sa mort. Elle reconnaît la voix d'Antoine qui téléphone et s'approche malgré elle.
Ce mariage nous ouvrira toutes les portes du 16e arrondissement, dit-il à son interlocuteur. Isabelle connaît tout le gratin parisien, et ça nous aidera pour les contrats. Le cœur de Marguerite se serre. Elle savait bien qu'Antoine épousait sa sœur par intérêt, mais entendre ces mots la blesse plus qu'elle ne l'aurait cru. Même si je dois avouer que sa sœur a quelque chose de différent, continue Antoine. Une vraie profondeur, comme ces femmes qu'on ne voit que dans les romans de Sagan. Marguerite s'arrête de respirer. Il parle d'elle avec cette voix douce qu'elle a entendue l'autre matin. Soudain, la voix d'Isabelle éclate dans la pièce avec des rires cristallins qui font mal aux oreilles. Marguerite ? Mais enfin, Antoine, elle est complètement ratée, dit sa sœur avec cette vulgarité qui trahit ses vraies origines. D'ailleurs, maman a tout arrangé comme il fallait, poursuit Isabelle. L'héritage, le testament, tout me revient à moi seule. Marguerite n'aura que des miettes à la mort de maman. Ces mots frappent Marguerite comme des gifles successives. Elle s'appuie contre le mur pour ne pas tomber tandis que sa respiration devient courte et douloureuse. Elle nous sert bien notre petite bonne à domicile, continue Isabelle en ricanant. 15 ans qu'elle fait tout pour nous sans jamais rien demander. La pauvre, elle ne se doute de rien. Les rires d'Isabelle et de sa mère résonnent dans le bureau comme des clous qu'on enfonce dans son cœur. Marguerite comprend soudain l'ampleur de la trahison. 15 années d'exploitation organisée avec la froideur d'un plan d'affaires parfaitement orchestré. Elle, qui croyait aider sa famille par amour, découvre qu'elle n'était qu'une domestique gratuite dont on se moquait dans son dos. Tout son sacrifice, toutes ces années perdues, sa carrière abandonnée, ses rêves enterrés pour des gens qui la méprisaient. La rage monte en elle comme une lave brûlante. Ses mains tremblent de colère et de humiliation mélangées pendant que les larmes lui montent aux yeux. Ce matin-là, ils ont tremblé quand elle a poussé la porte du bureau et les a regardés avec des yeux qu'ils ne lui connaissaient pas. Son silence était plus terrible que tous les reproches du monde. Antoine baisse les yeux le premier, rouge de honte d'être surpris dans cette conversation. Isabelle bégaye des excuses ridicules en tentant de minimiser ses paroles cruelles. « Marguerite, ce n'est pas ce que tu crois. On plaisantait. » Mais Marguerite ne dit rien. Elle les regarde tous les trois avec ce regard que les mourants lui ont appris, celui qui voit au-delà des masques et des mensonges. Elle les fixe jusqu'à ce qu'ils baissent tous la tête comme des enfants pris en faute. Puis elle tourne les talons et sort de cette maison qui n'est plus la sienne depuis longtemps. Ses pas résonnent sur le gravier de l'allée pendant que quelque chose d'irréversible se brise en elle. Dans sa voiture, elle s'autorise enfin à pleurer toutes les larmes de ses 15 années gaspillées. Mais entre les sanglots, une certitude grandit comme un feu qui reprend vie. Elle ne sera plus jamais leur victime, plus jamais leur servante invisible, plus jamais celle qu'on oublie et qu'on méprise. Désormais, ils vont découvrir qui est vraiment Marguerite Dubois quand elle cesse d'être gentille et qu'elle reprend enfin sa vie en main. La guerre vient de commencer, mais cette fois c'est elle qui a choisi le terrain de bataille. Marguerite ne dort pas cette nuit-là. Les mots d'Isabelle tournent dans sa tête comme un disque rayé qui refuse de s'arrêter. Notre petite bonne à domicile, elle ne se doute de rien, des miettes. Chaque phrase la brûle encore, mais nourrit aussi cette flamme nouvelle qui grandit en elle. Le lendemain matin, elle appelle l'hôpital pour prendre ses congés annuels. Sa chef de service s'étonne, car Marguerite ne prend jamais de vacances, toujours disponible pour remplacer les autres. « Vous avez bien mérité ce repos », lui dit le docteur Lemaire avec sa gentillesse habituelle. « Vous nous manquerez, mais prenez soin de vous pour une fois. » Prendre soin d'elle, voilà bien quelque chose qu'elle a oublié de faire depuis 15 ans. Marguerite se rend au centre de formation continue pour s'inscrire discrètement à la spécialisation en soins palliatifs qu'elle avait abandonnée après la mort de son père. La secrétaire vérifie son dossier avec surprise. « Madame Dubois, vous aviez d'excellents résultats à l'époque. Pourquoi avoir arrêté si près du but ?»« Les circonstances familiales, » répond Marguerite sans entrer dans les détails. « Eh bien, vous pouvez reprendre où vous vous étiez arrêté. Vos acquis sont encore valables. » Pour la première fois depuis des mois, Marguerite sourit vraiment. Elle va enfin terminer ce qu'elle avait commencé avec tant de passion. Les soins palliatifs, cette spécialité qui donne du sens à la souffrance et de la dignité à la mort. En sortant du centre, elle passe devant la boutique vintage de Saint-Germain qu'elle regardait toujours sans oser y entrer. Aujourd'hui, elle pousse la porte et découvre des merveilles.
Un chemisier en soie sauvage, une veste en cachemire à prix doux, une écharpe qui fait ressortir ses yeux. « Cette couleur vous va à ravir », lui dit la vendeuse. « Vous avez un teint magnifique. Il faut le mettre en valeur. » Marguerite se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la femme effacée de la semaine dernière. Ses vêtements choisis avec soin révèlent sa silhouette élégante et sa beauté naturelle qu'elle cachait depuis si longtemps. Le soir, elle retourne chez elle avec ses achats et trouve un message de sa mère sur son répondeur. « Marguerite, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé l'autre jour. Tu as mal interprété nos paroles. Rappelle-moi vite. » Marguerite efface le message sans hésiter. Elle n'a rien mal interprété du tout. Elle a enfin entendu la vérité sur ce qu'il pensait vraiment d'elle. Les jours suivants passent dans une activité fébrile. Marguerite reprend ses cours avec une passion retrouvée. Ses professeurs remarquent sa motivation exceptionnelle et son expérience terrain qui enrichit les discussions. « Vous avez une approche très humaine des soins », lui dit le docteur Martineau. Cette capacité d'écoute est rare et précieuse. Marguerite boit ses compliments comme une assoiffée. Depuis quand personne ne reconnaissait ses qualités professionnelles? Depuis quand vivait-elle sans encouragement ni valorisation? Un après-midi, en sortant de cours, elle croise Antoine Moreau sur le boulevard Saint-Germain. Il semble surpris et un peu embarrassé de la voir si différente. Ses nouveaux vêtements, sa coiffure moderne et surtout cette assurance nouvelle la transforment complètement. « Marguerite, je ne vous avais pas reconnue. Vous êtes très élégante. Merci, répond-elle simplement sans s'arrêter. Attendez, il la rattrape en quelques pas. Je voulais vous dire, pour l'autre jour, je suis désolée que vous ayez entendu cette conversation. Marguerite le regarde avec ce calme nouveau qu'elle a appris auprès des mourants. Un calme qui déstabilise plus que la colère. Vous n'avez pas à vous excuser de dire la vérité, monsieur Moreau. Ce n'était pas toute la vérité, murmure-t-il. Il y a des choses que je n'ai pas dites. Comme quoi? Antoine hésite comme un homme qui va franchir une ligne dangereuse. Comme le fait que vous m'intriguez beaucoup plus que votre sœur. Que j'ai pensé à vous tous ces jours. Que je me demande qui vous êtes vraiment derrière cette discrétion. Marguerite sent son cœur battre plus vite, mais garde son expression neutre. Cet homme est fiancé à sa sœur et fait partie de ceux qui l'ont blessé. Je ne suis personne d'important, dit-elle. Juste la sœur qui aide, vous vous souvenez? Antoine rougit devant cette réponse qui sonne comme un reproche mérité. Vous valez 1000 fois mieux que ça et vous le savez, dit-il avec une intensité qui la surprend. Marguerite le laisse là, debout sur le trottoir, et s'éloigne sans se retourner. Mais ces derniers mots résonnent en elle, comme une promesse d'orage. Peut-être qu'Antoine Moreau va découvrir ce qu'il perd en épousant la mauvaise sœur. Marguerite passe le week-end à ranger l'appartement de Madame Leclerc, selon les volontés de la défunte. La vieille dame lui a légué sa bibliothèque complète et quelques bijoux anciens dans un testament qui émeut Marguerite aux larmes. À Marguerite Dubois, la seule personne qui ait compris que mourir dignement est un art, a écrit Madame Leclerc, de sa belle écriture tremblante. En vidant la commode Empire, Marguerite découvre une boîte à bijoux contenant une broche art déco et des boucles d'oreilles en perles fines. Rien d'extraordinaire, mais des pièces authentiques qui valent plus que tous ces bijoux de fantaisie. Cette attention posthume la bouleverse plus que tous les cadeaux qu'elle n'a jamais reçus de sa famille. Le dimanche, elle décide de monter au grenier de la maison familiale pour récupérer les affaires de son père qu'elle n'a jamais eu le courage de trier. Sa mère ne vient jamais dans cette partie de la maison et Isabelle ignore même que ce grenier existe. Sous la poussière et les toiles d'araignée, elle redécouvre une malle contenant les documents professionnels de son père. Médecin-chercheur, il avait déposé plusieurs brevets sur des traitements antidouleurs qu'il développait dans ces dernières années. Marguerite épluche les papiers avec l'attention d'une détective. 2 brevets sont encore valables et n'ont jamais été exploités commercialement. Il y a aussi les actes de propriété d'un petit appartement dans le 15e arrondissement que son père avait acheté comme investissement dans les années 80. Le cœur battant, elle vérifie les noms sur les documents. Tout est bien au nom de Marguerite Dubois, pas d'Isabelle. Son père avait mis ses biens à son nom quand elle avait 18 ans, probablement pour des raisons fiscales qu'il n'avait jamais expliquées. Elle contacte discrètement un notaire le lundi matin. Maître Delacroix étudie les documents avec attention et confirme ce qu'elle espérait.
Ces brevets pourraient rapporter des revenus intéressants s'ils étaient licenciés au laboratoire pharmaceutique, explique-t-il. Quant à l'appartement, il a pris une belle valeur avec le temps. Ce n'est pas une fortune, mais de quoi assurer son indépendance financière et financer ses études sans problème. Marguerite sort de l'étude notariale avec le sentiment de renaître une seconde fois. Le mercredi, elle croise Antoine devant la clinique Sainte-Jeanne, où elle vient de postuler pour un poste d'infirmière spécialisée. Il semble l'attendre depuis un moment et paraît troublé de la revoir. « Marguerite, je peux vous parler quelques minutes ?» Elle hésite puis accepte de prendre un café dans le bistrot d'en face. Antoine commande un express qu'il ne touche pas pendant qu'elle sirote son thé en l'observant. « Je n'arrive plus à dormir depuis l'autre jour, » avoue-t-il. « Cette conversation que vous avez entendue, ce n'était pas honnête de ma part. Vous épousez ma sœur par intérêt, c'est votre droit, » répond Marguerite avec cette froideur polie qu'elle a apprise en soignant les familles difficiles. « Ce n'est pas si simple. Mon divorce m'a ruinée et j'ai besoin de cette alliance pour relancer mes affaires. Mais depuis que je vous ai rencontré, il s'interrompt, comme s'il n'osait pas continuer sa phrase. « Depuis que vous m'avez rencontré ? Depuis que je vous ai rencontré, je me demande ce que je fais avec Isabelle. Elle est charmante, mais vous avez quelque chose qu'elle n'aura jamais. Quoi donc ? Une vraie profondeur. Cette capacité d'écoute que j'ai vue l'autre matin. Et cette intelligence qui brille dans vos yeux quand vous pensez que personne ne vous regarde. » Marguerite sent une chaleur monter dans sa poitrine, mais refuse de se laisser attendrir. Cet homme va épouser sa sœur dans 3 semaines, et il lui fait du charme comme un collégien. « Monsieur Moreau, vous vous mariez bientôt. Ces compliments ne conviennent pas. Et si je ne me mariais pas ?» demande-t-il soudain. « Pardon ? Et si j'avais le courage d'annuler ce mariage pour apprendre à vous connaître vraiment ?» Marguerite le regarde avec stupeur. Est-il en train de lui proposer ce qu'elle croit comprendre ? « Vous ne ferez jamais ça, » dit-elle. « Vous avez trop besoin de l'argent et des relations d'Isabelle. Peut-être que je découvrirai autre chose qui vaut plus que l'argent, » murmure-t-il en plongeant ses yeux dans les siens. Marguerite se lève sans finir son thé. Cette conversation devient dangereuse et réveille des espoirs qu'elle préfère garder enfouis. « Je dois y aller, » dit-elle. « Réfléchissez bien avant de faire des promesses que vous ne tiendrez pas. » En sortant du café, elle sent le regard d'Antoine posé sur elle comme une caresse. Pour la première fois de sa vie, un homme intelligent et séduisant s'intéresse à elle plutôt qu'à sa sœur. Mais est-ce suffisant pour qu'il trouve le courage de bouleverser sa vie ? Marguerite rentre chez elle avec cette question qui danse dans sa tête, comme une petite flamme pleine de promesses. Isabelle sent le danger comme un animal aux aguets qui flaire le prédateur. Depuis une semaine, Antoine semble distrait, ailleurs, et répond par monosyllabes à ses bavardages habituels. Quelque chose ne va pas dans leur fiançailles parfaitement organisée. Ce jeudi matin, elle convoque sa sœur par téléphone avec cette autorité qu'elle a toujours eue sur elle. « Il faut qu'on se voie immédiatement. J'ai des choses importantes à te dire. » Marguerite hésite, puis accepte de la retrouver au café de Flore, terrain neutre où elle se sentira moins vulnérable. Elle arrive avec 10 minutes de retard, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Isabelle l'attend déjà, nerveuse, tournant sa cuillère dans son café refroidi. Elle dévisage sa sœur avec étonnement en découvrant sa transformation spectaculaire. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as changé de coiffeur ? De garde-robe ? » « J'ai décidé de prendre soin de moi, » répond Marguerite en s'asseyant avec cette assurance nouvelle qui déstabilise sa cadette. « Très bien, mais il faut qu'on parle sérieusement. Antoine me pose des questions bizarres sur toi. Il veut savoir ce que tu fais, où tu travailles, si tu as quelqu'un dans ta vie. » Marguerite sent son cœur battre plus vite, mais garde une expression neutre. Ainsi, Antoine pense vraiment à elle, au point d'interroger Isabelle. Et qu'est-ce que tu lui réponds ? La vérité, que tu n'as jamais eu de vraies relations, que tu vis seule dans ton petit appartement, que tu as raté tes études de médecine. Chaque mot frappe Marguerite comme une gifle, mais cette fois, au lieu de baisser la tête, elle redresse les épaules et regarde sa sœur droit dans les yeux. C'est ta version de ma vie, pas forcément la réalité. Comment ça ? J'ai repris mes études en soins palliatifs. Je vais avoir un poste de cadre infirmière à la clinique Sainte-Jeanne. Et j'ai découvert que papa m'avait légué des biens dont tu ne sais rien. Le visage d'Isabelle se décompose. Pour la première fois, elle réalise que sa grande sœur lui échappe et que son plan parfait commence à craquer. Quel bien ! Papa n'avait rien à part cette maison. Des brevets pharmaceutiques
et un appartement dans le 15e, tout à mon nom depuis mes 18 ans. Isabelle blêmit, et sa main tremble autour de sa tasse. Soudain, Marguerite n'est plus la petite sœur obéissante qu'on peut manipuler à volonté. « Tu mens, maman aurait été au courant. Maman ne sait pas tout, » répond Marguerite avec un sourire énigmatique. Le portable d'Isabelle sonne, et elle décroche avec agacement. C'est Antoine qui lui propose de reporter leur déjeuner prévu ce midi-là. « Encore ? C'est la 3e fois cette semaine, » proteste-t-elle. « Qu'est-ce qui te prend ?» Marguerite entend la voix d'Antoine qui s'excuse en prétextant des rendez-vous d'affaires urgents. Mais elle devine la vérité dans cette fuite devant sa fiancée. Il fuit Isabelle parce qu'il pense à une autre. Après ce coup de fil, Isabelle semble au bord de la crise de nerfs. Elle qui contrôlait tout depuis toujours, voit son monde s'effriter sans comprendre pourquoi. « Il y a quelque chose qui cloche avec Antoine, » murmure-t-elle. « Avant, il était aux petits soins avec moi. Maintenant, on dirait qu'il fait semblant. » « Peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il fait vraiment, » suggère Marguerite avec une innocence feinte. « Que veux-tu dire ? Rien de spécial. Juste qu'un mariage, c'est important. Il faut être sûr de ses sentiments. » Isabelle scrute le visage de sa sœur en cherchant des indices, mais Marguerite reste parfaitement maîtresse d'elle-même. Cette nouvelle Marguerite lui fait peur parce qu'elle ne la reconnaît plus. « Tu ne lui aurais pas parlé par hasard ? On s'est croisés 1 ou 2 fois par hasard. Des politesses d'usage, rien de plus. Ce n'est pas tout à fait un mensonge, mais pas toute la vérité non plus. » Marguerite apprend à jouer avec les mots comme sa famille l'a fait avec elle pendant des années. Quand elle se sépare devant le café, Isabelle regarde sa sœur s'éloigner avec cette démarche assurée qu'elle ne lui connaissait pas. Pour la première fois de sa vie, elle se demande si elle n'est pas en train de perdre la partie. Marguerite rentre chez elle avec la satisfaction de voir sa cadette déstabilisée. L'équilibre familial qu'on lui imposait depuis 15 ans vient de basculer. Désormais, c'est elle qui détient quelques cartes importantes. Et si Antoine trouve vraiment le courage de ses sentiments, le jeu pourrait devenir très intéressant. Ce soir-là, son téléphone sonne vers 20h. C'est lui, et sa voix tremble légèrement quand il prononce son nom. « Marguerite, il faut absolument qu'on se parle. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Antoine propose de retrouver Marguerite dans les jardins du Luxembourg, le lendemain après-midi. Un lieu public où ils pourront parler sans risquer les regards indiscrets de leurs connaissances communes. Marguerite arrive la première et s'assoit sur un banc face au bassin octogonal où quelques enfants font naviguer leurs petits bateaux. L'automne dore les feuilles des marronniers et l'air frais lui pique les joues. Elle porte la broche art déco de Madame Leclerc sur son manteau bleu marine et se sent belle pour la première fois depuis des années. Cette beauté tranquille de femme qui a cessé de se cacher. Antoine apparaît au bout de l'allée avec cette démarche hésitante des hommes qui s'apprêtent à changer leur destin. Il s'assoit à côté d'elle sans oser la regarder tout de suite. « Merci d'être venu, » dit-il. « Je ne savais plus comment faire pour vous voir seule. Que vouliez-vous me dire de si important ?» Antoine inspire profondément comme un homme qui va plonger dans l'inconnu. « Je ne peux plus épouser Isabelle. C'est impossible maintenant que je vous connais. » Marguerite sent son cœur faire un bond, mais garde son calme apparent. Elle a appris à ne plus montrer ses émotions trop facilement. Vous la connaissez depuis des mois. Moi, vous me croisez depuis 2 semaines. 2 semaines qui ont tout changé, murmure-t-il en tournant enfin son visage vers elle. Isabelle est charmante, mais c'est tout. Avec elle, je joue un rôle. Avec vous, je me sens enfin moi-même. Monsieur Moreau. Antoine, s'il vous plaît. Antoine, vous avez des problèmes d'argent et ma sœur peut vous aider. Moi, je ne vous apporte rien de tout ça. Vous m'apportez quelque chose de plus précieux que l'argent. Vous me donnez envie de redevenir l'homme que j'étais avant mon divorce, avant mes échecs. Quelqu'un de bien. Marguerite le regarde avec cette intensité qu'elle a apprise auprès des mourants, ce regard qui cherche la vérité au-delà des mots. Et si je refuse de vous voir ? Si je vous dis que vous devez honorer vos engagements envers Isabelle ? Alors j'essaierai de l'oublier, mais je ne me marierai pas avec elle. Ce serait malhonnête envers vous 3. Un silence s'installe entre eux pendant qu'une petite fille court après son bateau poussé par le vent. Marguerite pense à toutes ces années où elle a renoncé à ses rêves pour servir sa famille. A-t-elle le droit de saisir cette chance de bonheur qui s'offre enfin à elle ? « Ma famille ne me pardonnera jamais, dit-elle. Ma mère, Isabelle,
Elles vont me détester pour le restant de leurs jours. Et moi, je vais perdre les contrats qui dépendèrent de ce mariage. Mes associés ne me feront pas de cadeaux. Alors pourquoi prendre ce risque ? Antoine se tourne complètement vers elle et prend sa main avec une tendresse qui la fait frissonner. Parce qu'à 48 ans, j'ai compris que l'argent ne remplace pas l'amour, et que vous êtes la première femme qui me donne envie de croire encore aux sentiments vrais. Marguerite ferme les yeux en sentant cette main chaude qui enserre la sienne. Depuis quand un homme ne l'avait-il pas touchée avec douceur ? Depuis quand ne s'était-elle pas sentie désirée pour ce qu'elle est vraiment ? Je vais parler à Isabelle ce soir, continue Antoine. Je vais tout annuler. Le mariage, les préparatifs, tout. Et ensuite, si vous acceptez, on apprendra à se connaître vraiment. Sans famille entre nous, sans convenance, sans rien d'autre que nous deux. Marguerite ouvre les yeux et plonge son regard dans celui d'Antoine. Elle y lit une sincérité qui la bouleverse et une promesse d'amour qu'elle n'espérait plus. « Ma sœur va être dévastée », murmure-t-elle. « Votre sœur survivra. Elle trouvera quelqu'un d'autre qui l'aimera vraiment. Mais moi, si je vous perds, je ne me le pardonnerai jamais. » Un couple de personnes âgées passe devant eux en se tenant par le bras, avec cette tendresse des amours qui durent. Marguerite les regarde et imagine qu'elle pourrait connaître ça un jour, cette complicité tranquille de deux êtres qui ont choisi de vieillir ensemble. « D'accord, » dit-elle si bas qu'Antoine doit se pencher pour l'entendre. « D'accord ? D'accord pour qu'on apprenne à se connaître. Mais vous devez d'abord parler honnêtement à Isabelle. » Antoine porte sa main à ses lèvres et y dépose un baiser léger qui la fait frissonner de la tête aux pieds. « Merci, » murmure-t-il. « Merci de me donner cette chance. » Ce soir-là, l'orage va éclater dans la famille Dubois. Mais pour la première fois de sa vie, Marguerite attend la tempête sans peur. Elle a enfin choisi son camp. Le sien. Antoine tient parole. Le vendredi soir, il se rend chez Isabelle et annule leur mariage avec la fermeté d'un homme qui a enfin trouvé sa voie. Les cris, les larmes, les menaces ne l'ébranlent pas. Il affronte la colère d'Isabelle et l'indignation de sa mère avec cette dignité tranquille des grandes décisions. Marguerite apprend la nouvelle par un coup de téléphone hystérique de sa sœur vers minuit. « Tu savais qu'il allait me quitter. C'est toi qui l'as monté contre moi. Isabelle, calme-toi et... » « Ne me dis pas de me calmer. J'ai tout perdu par ta faute. Tu vas me le payer. » Marguerite raccroche sans se défendre. À quoi bon expliquer à sa sœur qu'Antoine a pris sa décision seul, qu'il a simplement choisi l'authenticité plutôt que le calcul. Le samedi, Antoine l'appelle pour l'inviter à déjeuner dans un petit bistrot de Montmartre, loin du 16e arrondissement où il risquerait de croiser des connaissances. Il a l'air soulagé, mais aussi inquiet des conséquences de son geste. « Mes associés sont furieux », lui confie-t-il. 2 contrats importants viennent d'être annulés. Les parents d'Isabelle ont beaucoup d'influence dans notre milieu. « Vous regrettez déjà ?» demande Marguerite avec cette fragilité qu'elle n'arrive pas encore à cacher complètement. « Jamais », répond-il en prenant sa main par-dessus la table. « Je regrette seulement de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. » Ils passent l'après-midi à se promener dans les rues pavées de Montmartre en parlant de tout et de rien. Antoine lui raconte son divorce difficile, ses rêves d'entreprise éthique, sa peur de ne plus jamais faire confiance à une femme. Marguerite évoque ses années sacrifiées, ses patients en fin de vie qui lui ont appris l'essentiel, cette solitude qu'elle a fini par apprivoiser. « Vous ne parlez jamais de rancune, » remarque Antoine. « Après ce que votre famille vous a fait subir, la rancune empoisonne celui qui la porte, » répond Marguerite. J'ai vu mourir trop de gens amers pour avoir envie de leur ressembler. Cette sagesse tranquille séduit Antoine plus que tous les charmes d'Isabelle. Il découvre une femme profonde, blessée mais pas aigrie, forte d'une force intérieure qu'aucune épreuve ne semble pouvoir entamer. Les semaines suivantes s'écoulent dans cette douceur particulière des amours qui naissent lentement. Ils se voient 3 fois par semaine, toujours dans des endroits discrets, apprenant à se connaître sans précipitation. Marguerite reprend ses cours en soins palliatifs avec une énergie nouvelle. Ses professeurs remarquent cette transformation et lui proposent un stage dans le service le plus réputé de Paris. « Vous avez trouvé votre voie », lui dit le docteur Martineau. « Ça se voit dans votre façon de parler aux patients. Vous avez cette présence apaisante qui fait les grandes soignantes. » Antoine restructure son entreprise en abandonnant les contrats douteux,
pour se concentrer sur des projets plus éthiques. Ses revenus diminuent, mais il dort mieux la nuit et regarde l'avenir avec confiance. Un soir de décembre, il dîne dans un petit restaurant de l'île Saint-Louis quand Antoine lui prend les mains avec cette tendresse qu'elle commence à reconnaître. « J'ai quelque chose à vous avouer, » dit-il. « Je suis en train de tomber amoureux de vous. » Vraiment amoureux pour la première fois depuis des années. Marguerite sent son cœur s'emballer, mais cette fois, elle n'a plus peur de montrer ses émotions. « Moi aussi, » murmure-t-elle. « Et ça me terrifie autant que ça me rend heureuse. » Antoine se lève et contourne la table pour l'embrasser tendrement sous le regard attendri des autres clients. Ce baiser scelle leur histoire naissante et efface définitivement le goût amer des trahisons passées. En rentrant chez elle ce soir-là, Marguerite trouve une lettre de sa mère glissée sous sa porte. Une lettre pleine de reproches et de menaces, l'accusant de détruire la famille et de voler le fiancé de sa sœur. Elle lit ces lignes pleines de haine, puis déchire la lettre sans émotion particulière. Cette famille, qui ne l'a jamais aimée, appartient désormais au passé. Son avenir s'écrit ailleurs, avec un homme qui l'a choisi pour ce qu'elle est vraiment. Marguerite se couche ce soir-là avec un sourire apaisé. À 45 ans, elle découvre enfin ce que signifie être aimée. Et c'est encore plus beau que dans ses rêves les plus fous. 18 mois plus tard, Marguerite se réveille dans l'appartement qu'elle partage maintenant avec Antoine, boulevard Saint-Germain. Par la fenêtre, le soleil de mai caresse les toits parisiens et fait danser la poussière dorée dans les rayons matinaux. Aujourd'hui, ils se marient. Pas de grandes orgues, ni de robes blanches comme dans les contes de fées. Juste une cérémonie civile à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'un déjeuner intime avec leurs vrais amis. Ceux qui les ont soutenus pendant ces mois difficiles, où ils ont reconstruit leur vie ensemble. Marguerite enfile sa robe en soie sauvage couleur champagne, celle qu'elle a choisie avec Antoine lors d'une après-midi de shopping complice. À 46 ans, elle a enfin appris à s'aimer et à se faire belle pour quelqu'un qui la voit vraiment. Dans le miroir, elle épingle la broche art déco de Madame Leclerc sur son revers. Cette femme sage qui lui a appris avant de mourir qu'il n'est jamais trop tard pour cesser de s'oublier. Antoine apparaît dans l'encadrement de la porte, élégant dans son costume bleu marine, une rose blanche à la boutonnière. Son regard s'illumine en la découvrant, et il s'approche pour l'embrasser tendrement. « Vous êtes la plus belle mariée de Paris », murmure-t-il contre ses lèvres. « Et vous le marié le plus patient du monde », répond-elle en riant. Ils ont pris le temps de se connaître vraiment pendant ces longs mois. Antoine a découvert sa passion pour la littérature et l'art. Elle a appris à apprécier sa générosité discrète et son humour tendre. Ils se sont disputés aussi, sur des riens qui leur ont permis de mesurer la solidité de leurs sentiments. L'année a été difficile sur le plan professionnel. Antoine a perdu plusieurs contrats importants à cause du scandale de leur liaison, mais il a rebâti une petite entreprise de conseil éthique qui prospère lentement. Marguerite dirige maintenant l'unité de soins palliatifs de la clinique Sainte-Jeanne et forme de jeunes infirmières à l'art difficile d'accompagner la fin de vie. Leurs revenus ont diminué, mais leur bonheur a grandi dans l'inverse proportion. En sortant de l'immeuble, ils croisent Madame Béatrice, la concierge octogénaire qui les adore depuis qu'ils l'ont aidée pendant sa pneumonie. « Mes petits mariés !» s'écrie-t-elle en les couvrant de riz et de pétales de rose. « Que le bon Dieu vous bénisse, vous méritez d'être heureux. » Dans le taxi qui les emmène vers la mairie, Marguerite repense à sa famille qu'elle n'a pas vue depuis des mois. Sa mère ne lui adresse plus la parole, et Isabelle lui a envoyé une lettre venimeuse qu'elle a jetée sans la lire entièrement. Cette rupture la fait souffrir encore parfois, mais elle a appris à vivre avec cette blessure qui cicatrise lentement. Antoine serre sa main comme s'il lisait dans ses pensées. « Des regrets ?» demande-t-il. « Aucun. Et vous ? Comment regretter le plus beau cadeau de ma vie ?» À la mairie, leurs amis les attendent en souriant. Le docteur Lemaire, qui a soutenu la carrière de Marguerite, Sarah et Michel, le couple d'associés loyaux d'Antoine qui ont traversé la tempête avec lui, quelques patients guéris qui témoignent par leur présence de l'humanité de leur soignante. Les parents d'Antoine, d'abord réticents, ont fini par accepter ce mariage d'amour qui ressemble à celui qu'ils vivent depuis 50 ans. Ils embrassent Marguerite avec une chaleur sincère. La cérémonie est simple et émouvante. Quand l'officier d'état civil demande à Marguerite si elle prend Antoine pour époux, sa voix tremble légèrement. « Oui, de tout mon cœur. » Antoine glisse à son doigt une alliance ancienne qui appartenait à son grand-père,
un homme qui avait construit sa fortune sur l'honnêteté. Elle lui passe son alliance en murmurant des mots d'amour que lui seul entend. Au moment du baiser officiel, leurs amis applaudissent, et Marguerite sent des larmes de bonheur couler sur ses joues. Plus tard, pendant le déjeuner au petit restaurant de l'île de la Cité qu'ils ont découvert ensemble, elle observe tous ces visages souriants autour de leur table. Ces gens qui les aiment pour ce qu'ils sont vraiment, sans calcul ni intérêt. « À quoi pensez-vous, Madame Moreau ?» demande Antoine avec ce sourire complice qu'elle adore. « Je pense que j'ai 46 ans et que ma vraie vie commence aujourd'hui. »« Notre vraie vie », corrige-t-il en portant sa main à ses lèvres. En fin d'après-midi, il se promène sur les quais de Seine en savourant ses premières heures de mariage. Le soleil décline doucement sur Paris et la lumière dorée caresse leurs visages apaisés. Marguerite pense à Madame Leclerc, qui lui avait dit que la vie est trop courte pour la gaspiller. Elle pense à son père, qui aurait été fier de la voir si heureuse. Elle pense même à Isabelle et à sa mère, en espérant qu'elles trouveront un jour leur propre chemin vers la paix. Mais surtout, elle regarde l'avenir avec cet homme qui lui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour croire au grand amour. À l'âge de la sagesse, elle a enfin trouvé sa place dans le monde. That's really loud. Legend of Kimura, and it's like a male. What is it? I don't want to say the region that it's from, but it's somewhere, and you play as like a male man, but it's on a horse, and it's like very ancient, and it's like collecting horses and breeding horses to get the fastest horse so you can deliver mail faster, and it looks really fun. Let me rebuy PlayStation Plus so I can build on your world. I make little houses for them. That sounds so cute. There's a horse game I have my eye on, but I forgot the name. I'll have a look soon. If anyone has any horse game recommendations, I will. Aw, man. Let's build a chest. Guys, I literally think this world, Diamond Boys, we're just gonna chill. Like, maybe we'll build a house. Maybe we'll build a house and just live with our Diamond Boys and get like really good armor and just like beat the game nicely and not ever die ever. Hi, Slay. Welcome. Oh my god! He just brought it up like, here you go. Precious babies. I thought this was your normal world. This is your hardcore. This is hardcore. I was going to do normal, but I forgot that in my normal world we are like 3,000 blocks from home because I had gone looking for a lush cave and I was very far away and I didn't really feel like running back. I probably will do that tonight, like off stream maybe, because it's going to be a very long run. Unless anyone would like to watch that. Diamond Boys. Wait, let's get a selfie with Diamond Boys. Wait, let me hold something better than a... Take my shield off. How does screenshot? Okay. Diamond Boys, come here. Gather. No, everybody! Can everyone please get in the frame? This one! Yay! Wait, did I take any? I think I took one. Me, I do. Not running back, but you're the track star? Okay, we will do running 9,000 mile stream. This looks really gnarly. I'm a little scared, but I think there's gonna be good stuff down there. Should we build a house? I kind of think we should build a house. I feel so motherly right now. I don't want to die on my children. And I'm gonna cover this up because it's scaring me that I'm gonna fall down. I'm just waiting for my food to cook, if you can't tell. Oh, oh. Oh, and I wanted to build a chest also.
Watch out for the 100 follows and birthday stream. You're gonna see Ellie run 3,000 blocks. Yes. Isn't that such good content? You guys know you want to see that. That was like that one stream that we had a hype train going, and the whole stream I was trying to clip it, and the whole time that the hype train was going I was literally boating in a straight line in the ocean. Like, the gameplay was so boring and it was so funny. I was like, wow, thrilling gameplay. And she should be British while she's doing it. I'm gonna get cancelled. Guys, I don't want to get cancelled already. I've only been going for like a month. No. Wow, this is like Cave City right now. Right now? Right here. Oh, my sweet boys. I love them so much. I need to find them in my other world. That's a big old tree. I heard British, what's happening? Mapbot said that we should run 3,000 miles while being British. And I said I don't want to get cancelled so soon in my career. In my adventures. And I don't even know, like, in my head I can't even imagine